Je m'appelle Mira Whitmore. J'ai 34 ans, je suis résidente en cardiologie et mère célibataire de jumeaux de 3 ans. Il y a 2 mois, j'étais allongée dans une salle d'urgence, souffrant d'une hémorragie interne après un accident de voiture. Mes mains tremblaient pendant que je composais le numéro de mes parents. J'avais besoin de quelqu'un, n'importe qui, pour surveiller Lily et Lucas pendant quelques heures seulement, le temps que les médecins tentent de me sauver la vie. Ce que j'ai reçu à la place, c'est un message textuel dans notre groupe familial qui disait « Tu as toujours été une nuisance et un fardeau. Nous avons des billets pour Taylor Swift avec Vanessa ce soir. Débrouille-toi toute seule. » C'est donc ce que j'ai fait. Depuis mon lit d'hôpital, j'ai appelé un service de nounou, payé le triple du tarif habituel, et pris une décision qui allait tout changer. Je leur ai totalement coupé les vivres. Les mensualités du prêt immobilier, l'assurance maladie, les réparations de voitures, tout ce que je payais discrètement depuis 8 ans, c'était fini. 2 semaines plus tard, on a frappé à ma porte. Avant de vous dire qui se tenait là et ce qui s'est passé ensuite, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous appréciez sincèrement cette histoire. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. J'adore être en contact avec vous tous. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. En grandissant dans la maison Carvey, j'ai appris très tôt que l'amour venait avec un système de classement. Ma sœur aînée, Vanessa, était la star. Elle l'avait toujours été. Elle avait 3 ans de plus que moi, une beauté naturelle, et cette qualité magnétique qui faisait s'illuminer nos parents dès qu'elle entrait dans une pièce. Quand elle a annoncé qu'elle voulait faire des études de design de mode, maman a pleuré de joie. Papa l'a appelée notre petite visionnaire. Quand j'ai dit que je voulais devenir médecin, papa a hoché la tête. C'est pratique. C'était tout. Pratique. Je me suis dit que cela n'avait pas d'importance. Je me suis plongé dans les manuels scolaires, j'ai réussi tous mes examens et je me suis frayé un chemin jusqu'à l'une des meilleures facultés de médecine du pays. 4 ans de licence, 4 ans de médecine, 3 ans d'internat spécialisé en cardiologie. Le jour de ma remise de diplôme de médecine aurait dû être l'un des moments les plus fiers de ma vie. Mes parents sont arrivés avec 2 heures de retard. Désolé, ma chérie, a dit maman, sans vraiment croiser mon regard. Vanessa avait une réunion d'urgence avec un investisseur potentiel. Nous avons dû la déposer d'abord. Pas de fleurs, pas de dîner de célébration, juste une photo rapide sur le parking avant qu'il ne reparte en hâte parce que Vanessa avait besoin de soutien moral après sa réunion. Comparez cela au premier défilé de mode de Vanessa 3 ans plus tôt. Toute la famille s'était envolée pour New York, hôtel 5 étoiles, place au premier rang. Papa avait posté 17 photos sur Facebook avec des légendes comme « Si fier de notre fille talentueuse ». Moi, j'ai eu une photo sur un parking et un « Félicitations au tiède ». Je me disais que c'était logique. La mode est compétitive, Vanessa avait besoin de plus de soutien. La médecine est stable, je pouvais gérer les choses seul. Mais ce que je ne savais pas alors, c'est que le favoritisme de mes parents n'était pas seulement émotionnel, il était financier, et c'était moi qui réglais l'addition. Cela a commencé il y a 8 ans, juste après avoir terminé mes études de médecine. Papa m'a appelé un soir, la voix serrée par l'embarras. Mira, nous sommes un peu dans l'impasse. Le versement de l'hypothèque arrive à échéance et les temps sont durs ce mois-ci. Pourrais-tu nous aider? Juste pour cette fois. Juste pour cette fois. J'ai transféré 2400 $ ce soir-là sans hésiter. C'étaient mes parents, bien sûr que j'allais les aider. Mais le juste pour cette fois est devenu tous les mois. L'hypothèque, puis leur prime d'assurance maladie, 800 $ par mois, quand l'entreprise de papa a supprimé leur couverture, puis les urgences, les réparations de voitures, la fuite du toit, la nouvelle chaudière. Je n'ai jamais dit non. Pas une seule fois. Quand je suis tombée enceinte des jumeaux et que leur père est parti pendant mon 5e mois, j'ai appelé mes parents depuis l'hôpital après un épisode de saignement effrayant. J'étais terrifiée, seule, et j'avais désespérément besoin de soutien. Oh, chérie, nous aimerions pouvoir venir, a dit maman. Mais Vanessa est tellement stressée après son défilé à Milan. Elle a vraiment besoin de nous en ce moment. Ils ne sont pas venus. Ni pour la naissance. Ni pour le premier mois où je dormais à peine, allaitant 2 nouveau-nés tout en révisant mes examens de spécialité. Mais les virements automatiques continuaient de partir, 2004 cents pour l'hypothèque, 8 cents pour l'assurance, et tout ce dont ils avaient besoin d'autre. Je tenais un tableur. Je ne sais pas pourquoi.
Peut-être qu'une partie de moi avait besoin de le voir noir sur blanc. Les chiffres étaient sidérants. 8 ans, 320 000 $, plus ou moins. Je n'ai jamais demandé de gratitude. Je n'ai jamais attendu de défilé en mon honneur. Mais je ne m'attendais pas non plus à être traité de fardeau par les personnes que je portais à bout de bras depuis près d'une décennie. L'heure des comptes approchait. Je ne le savais pas encore. L'accident s'est produit un mardi soir. Je rentrais chez moi après une garde de 16 heures. Mes paupières étaient lourdes, mais j'étais assez vigilante. Le feu est passé au vert. Je me suis engagé dans l'intersection. Je n'ai jamais vu le camion. Il a brûlé le feu rouge à 80 km/h. L'impact a frappé ma portière côté conducteur. Le verre a explosé. Le métal a hurlé. Le monde a tournoyé, puis tout est devenu noir. Je me suis réveillé dans une ambulance, une douleur fulgurante traversant mon abdomen. Un visage familier flottait au-dessus de moi. Mira. Mira. Tu m'entends? C'était Marcus Smith, un médecin urgentiste de mon hôpital. Nous travaillons ensemble depuis 2 ans. Marcus. Ma voix est sortie bizarrement faible. Qu'est-ce qui se passe? Tu as eu un accident. Nous t'emmenons maintenant. Possible hémorragie interne. Tu vas avoir besoin d'une chirurgie. Une chirurgie? Le mot m'a frappé comme une seconde collision. Mes enfants. J'ai saisi son bras. Lily et Lucas. Ils sont avec la babysitter. Elle part à 20 heures. Marcus a regardé sa montre. Il est 19h15. 45 minutes. J'avais 45 minutes pour trouver quelqu'un pour garder mes enfants pendant que les médecins m'opéraient. J'ai cherché mon téléphone d'une main tremblante. Du sang attachait l'écran alors que j'affichais le numéro de mes parents. Ça a sonné 4 fois. Mira. La voix de papa était impatiente. Nous sommes sur le point de partir. Qu'est-ce qu'il y a? Papa, j'ai besoin d'aide. Les mots se bousculaient entre 2 halètements de douleur. J'ai eu un accident. On m'emmène à l'hôpital. Chirurgie. S'il vous plaît, j'ai besoin que toi et maman surveillez les jumeaux juste pour quelques heures. Silence au bout du fil. Puis, attends. J'ai entendu des voix étouffées. Le ton de ma mère était sec et agacé. Le rire de Vanessa était en arrière-plan. La ligne est devenue silencieuse. Puis mon téléphone a vibré avec une notification de texte. Groupe familial. Le message venait de ma mère, Mira, tu as toujours été une nuisance et un fardeau. Nous avons des billets pour Taylor Swift avec Vanessa ce soir. Nous prévoyons cela depuis des mois. Débrouille-toi toute seule. Je l'ai lu 2 fois, 3 fois. Les mots ne changeaient pas. Un second message est apparu de la part de papa, tu es médecin. Tu as l'habitude des hôpitaux. N'en fais pas un plat plus grand qu'il ne doit l'être. Puis Vanessa pas de mots, juste un emoji qui rit. C'était tout. C'était tout ce que je valais à leurs yeux. Un emoji qui rit pendant que j'étais en train de saigner dans une ambulance. Marcus m'observait. Je n'avais pas réalisé qu'il pouvait voir mon écran jusqu'à ce qu'il parle. Mira. Sa voix était prudente. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je ne pouvais pas répondre. Quelque chose s'était brisé en moi, et ce n'était pas seulement l'hémorragie interne. J'ai besoin d'un téléphone, ai-je chuchoté. Un téléphone avec Internet. Le mien va s'éteindre. Il m'a tendu le sien sans poser de questions. J'ai cherché sur Google des services de nounou d'urgence, j'en ai trouvé un disponible 24h24, j'ai appelé et expliqué la situation avec des phrases brèves et professionnelles. Oui, je paierai le triple du tarif. Oui, je fournirai les coordonnées de la babysitter pour les instructions de passage. Oui, j'autorisai le paiement immédiatement. C'était réglé en 4 minutes. Marcus m'observait toujours quand je lui ai rendu son téléphone. Il n'a rien dit. Il n'avait pas besoin de le faire. Peux-tu faire une capture d'écran de ces messages, ai-je demandé depuis mon téléphone avant qu'il ne s'éteigne. Il a hoché la tête lentement. Oui, je peux faire ça. J'ai fermé les yeux alors que l'ambulance entrait dans la zone de déchargement de l'hôpital. La douleur était écrasante maintenant, mais elle ne venait plus de mon abdomen. Depuis ce lit d'hôpital, avec une perfusion dans le bras et la peur au ventre, j'ai pris la décision la plus facile de ma vie.
La chirurgie a duré 4 heures, rupture de la rate, hémorragie interne. Quelques minutes de plus et je n'aurais peut-être pas survécu. J'ai passé 5 jours à l'hôpital, 5 jours de perfusion, de brume de morphine et d'infirmières vérifiant mes constantes toutes les quelques heures. Pas un seul appel de mes parents, pas un seul texte, pas une seule visite. Le service de nounou d'urgence a coûté cher mais valait chaque centime. Elles se sont coordonnées avec ma babysitter habituelle, ont gardé Lily et Lucas en sécurité et nourris, et m'ont envoyé des photos quotidiennes. Des inconnus se sont mieux occupés de ma situation que ma propre famille. Le 3e jour, j'ai demandé mon ordinateur à l'infirmière. « Êtes-vous sûr d'en avoir la force ?» a-t-elle demandé. « Vous devriez vous reposer. Je dois m'occuper de quelque chose. » Mes mains étaient fermes pendant que je me connectais à mon application bancaire. 8 ans de virements automatiques me faisaient face, réguliers comme une horloge. 2400 le 15. Je les ai tous annulés. Puis j'ai ouvert les paramètres de mon téléphone et j'ai bloqué le numéro de mon père, de ma mère et de Vanessa. Il n'y a pas eu de moment dramatique, pas de larmes, pas de doute. J'ai eu l'impression de poser un poids que je portais depuis si longtemps que j'avais oublié sa présence. Marcus est passé plus tard dans l'après-midi. Il avait pris de mes nouvelles chaque jour, apportant du café et une compagnie silencieuse. « Comment te sens-tu » a-t-il demandé. J'ai levé les yeux vers lui. Et pour la première fois depuis des années, j'ai dit la vérité. Mieux. Pour la première fois en 8 ans, je me sens vraiment mieux. Il n'a pas insisté pour avoir des détails. Il a juste hoché la tête comme s'il comprenait. Je savais que les retombées allaient arriver. Mes parents allaient remarquer l'argent manquant. Ils allaient s'emporter, pleurer et exiger des explications. Mais je ne m'attendais pas à ce qui est arrivé ensuite. 2 semaines après ma chirurgie, j'étais enfin chez moi me déplaçant lentement, encore endolorie, mais vivante. C'était un samedi matin. Je préparais des pancakes pour Lily et Lucas, leur régal préféré du week-end. La cuisine sentait le beurre et le sirop d'érable. Lucas essayait d'empiler ses blocs de construction, Lily l'aidait en les faisant tomber. Puis on a frappé, 3 coups secs sur ma porte d'entrée. Mon rythme cardiaque a bondi. Si c'était mes parents, je n'étais pas prête. Je ne savais pas si je le serais un jour. J'ai regardé par le Judas et mon souffle s'est coupé. Sur le pas de ma porte se tenait un homme de grande taille d'environ 70 ans. Les cheveux argentés soigneusement peignés, des yeux bleus perçants dont je me souvenais depuis l'enfance, et une posture qui portait encore l'autorité de 40 ans passés à la Cour fédérale. Grand-père Thomas. Je ne l'avais pas vu depuis presque 3 ans. Mes parents avaient toujours des excuses pour expliquer pourquoi nous ne pouvions pas lui rendre visite, trop occupés, trop loin, trop peu pratique. J'ai ouvert la porte et il m'a serré dans ses bras si fort que ma cicatrice chirurgicale m'a fait mal. Mira. Sa voix était rauque. Laisse-moi te regarder. Il s'est reculé, ses yeux scannant mon visage, puis descendant vers l'endroit où ma main reposait protectrice sur mon abdomen. Je sais tout, a-t-il dit doucement. Éléanore me l'a dit. Tante Éléanore, la sœur cadette de ma mère, était la seule personne de la famille qui avait ouvertement contesté la façon dont mes parents me traitaient. Grand-père, je ne. Il a levé la main. Tu n'as rien à expliquer, mais j'ai besoin que tu viennes quelque part avec moi. Il a cherché dans sa veste et a sorti une enveloppe de couleur crème, élégante, formelle. Une invitation. Mon 70e anniversaire, samedi prochain. Toute la famille sera là. Ses yeux ont croisé les miens. Et j'ai certaines choses qui doivent être dites. Grand-père Thomas était assis à ma table de cuisine, regardant Lily et Lucas avec un sourire doux. Il s'était tout de suite attaché à lui, montrant leurs jouets et réclamant son attention. Il la leur donnait volontiers. Il te ressemble exactement à cet âge, a-t-il dit. Le même menton têtu. J'ai posé 2 tasses de café et je me suis assise en face de lui. Grand-père, comment as-tu appris pour l'accident? Pour tout le reste? Éléanore m'a appelé le soir où c'est arrivé. Il a entouré la tasse de ses mains. Elle l'avait appris par l'un de tes cousins. Quand elle m'a dit ce que tes parents ont fait. Il s'est arrêté, la mâchoire contractée. J'observe cela depuis des années, Mira. La façon dont Hélène et Richard te traitent par rapport à Vanessa. Je suis vieux, mais je ne suis pas aveugle. J'ai fixé mon café. Je pensais que je l'imaginais peut-être, que j'en faisais un plat plus grand que ce n'était. Ce n'était pas le cas.
Sa voix portait le poids d'un homme qui avait passé des décennies à séparer le vrai du faux. J'ai été juge fédéral pendant 40 ans. Je sais lire les gens. Je sais à quoi ressemble le favoritisme, à quoi ressemble l'exploitation. Il s'est penché en avant. Dis-moi une chose. As-tu toujours les relevés de l'argent que tu leur as envoyé? J'ai hoché la tête lentement. Chaque virement. 8 ans. Bien. Il s'est adossé. Je veux que tu prépares un résumé. Chaque paiement, chaque date, chaque montant. Pourquoi? Parce qu'à ma fête d'anniversaire, devant toute la famille, j'ai l'intention que la vérité éclate. Ses yeux étaient calmes non pas comme une attaque, non pas comme une vengeance, simplement comme des faits. Et les faits, comme je l'ai appris en 40 ans de magistrature, ont une façon de parler d'eux-mêmes. Mes mains tremblaient autour de ma tasse. Et s'ils me détestent? Ceux qui comptent ne le feront pas. Il a tendu le bras et a serré ma main. Et ceux qui le feront ne t'ont jamais mérité. Les 2 semaines suivantes ont été un tourbillon de préparatifs. J'ai imprimé chaque relevé bancaire, chaque confirmation de virement 8 ans de dossiers financiers organisés chronologiquement, reliés dans une simple chemise de couleur manille. Regarder tout cela réuni était sidérant. Mois après mois, année après année, une rivière d'argent coulant dans une seule direction. Tante Éléanore est passée 3 jours avant la fête. Elle avait 55 ans, la langue bien pendue, et avait toujours été la brebis galeuse de la famille pour avoir refusé de prétendre que tout allait bien. Elle a feuilleté le dossier, son expression s'assombrissant à chaque page. 360 000 $, a-t-elle dit d'un ton neutre. Mira, est-ce que tu réalises ce que cela représente? Je sais. C'est plus que ce que la plupart des gens gagnent en 7 ans de travail à plein temps. Elle a posé le dossier. Et ils t'ont traité de fardeau. J'ai pressé mes paumes contre le comptoir de la cuisine. Je ne veux pas détruire la famille, tante Éléanore. Je veux juste qu'ils voient, qu'ils reconnaissent ce que j'ai fait. Tu ne détruis rien. Elle s'est levée et a posé sa main sur mon épaule. Tu mets simplement fin au mensonge. Ils ont construit leur vie confortable sur ton silence. Tu n'es pas obligé de continuer à leur offrir cela. J'ai hoché la tête, bien que mon estomac soit noué par l'anxiété. Et si tout le monde prend leur parti? Certains pourraient le faire. La famille, c'est compliqué. Elle a haussé les épaules. Mais ton grand-père a beaucoup d'influence. Et plus important encore, tu as la vérité. Ce soir-là, j'ai reçu un texte d'un cousin à qui je parlais à peine. J'ai entendu dire que toi et tes parents vous vous étiez disputés. Vanessa raconte à tout le monde que tu agis de façon erratique depuis ton accident. Je voulais juste te prévenir. J'ai fixé le message. Ils étaient déjà en train de construire un récit, me dépeignant comme instable, préparant leur défense avant même que j'arrive. Je n'avais pas voulu de conflit, mais il semblait qu'ils en apportaient un de toute façon. La maison de grand-père Thomas était une propriété coloniale sur 3 acres de terrain entretenu, des colonnes blanches, une véranda faisant le tour de la maison, le genre d'endroit qui murmurait la vieille richesse et l'autorité tranquille. Je me suis engagé dans l'allée circulaire, les mains serrées sur le volant. Lily et Lucas étaient dans leur siège auto, bavardant sur la grande maison et les ballons qu'ils pouvaient voir par les fenêtres. Plus de 40 voitures bordaient la propriété. Toute la famille était là. Je portais une robe bleu marine simple professionnelle, sobre. Je n'étais pas là pour faire une scène, j'étais là pour dire la vérité. Le dossier était dans mon sac. À l'intérieur, la fête battait déjà son plein. Des serveurs circulaient avec du champagne. Un quatuor à cordes jouait dans un coin. Le cristal et l'argenterie brillaient sous la lumière du lustre. Je les ai repérés immédiatement. Mes parents se tenaient près de la cheminée. Papa dans son plus beau costume, l'air distingué. Maman dans une robe de couleur crème, riant de ce que quelqu'un disait. Ils m'ont vu au même moment. Le rire de maman s'est éteint. Le visage de papa s'est figé. Pendant un long moment, aucun de nous n'a bougé. Puis Vanessa est apparue. Ma sœur a glissé vers nous dans une robe de créateur qui coûtait probablement plus cher que mon remboursement mensuel de prêt étudiant. Son sourire était parfait, ses yeux étaient de glace. Oh, Mira. Elle m'a fait une bise sur la joue. Tu es venue. Nous avons entendu parler de ton accident. Rien de trop sérieux, j'espère. J'ai soutenu son regard fermement. Une rupture de la rate et une hémorragie interne.
J'ai failli mourir. Son sourire a vacillé. Maman a dit que c'était juste un petit accrochage. Maman n'était pas là. J'ai passé Lucas sur mon autre hanche. Aucun de vous n'était là. Le calme de Vanessa s'est fissuré pendant une seconde. Puis elle s'est reprise, tapotant mon bras avec une fausse sympathie. Eh bien, tu as l'air d'aller bien maintenant. C'est ce qui compte. Elle s'est éloignée, mais j'ai senti les premiers grondements du tonnerre. Ce n'était que le début. L'attaque est survenue 30 minutes après le début de la fête. Je servais du punch aux fruits aux jumeaux quand j'ai entendu la voix de Vanessa, délibérément forte, résonner dans la pièce. Je suis tellement inquiète pour Mira, honnêtement. Elle parlait à un groupe de tantes et de cousins près de la table des desserts. L'accident l'a vraiment affectée. Elle dit des choses très étranges. Elle a coupé tout contact avec maman et papa sans raison. Je suis resté de dos, mais chaque mot retombait comme un petit couteau. Maman s'est jointe à elle, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. Nous avons tout essayé. Appel, texte, elle ne répond pas. Je pense qu'elle fait une sorte de dépression. La pauvre, a murmuré quelqu'un. Elle a toujours été la plus sensible, a ajouté Vanessa. Rappelez-vous comme elle était dramatique quand elle était adolescente? Je pense que le stress d'être une mère célibataire a été tout simplement trop lourd. J'ai senti des regards sur moi, des mines pitoyables, des inquiétudes murmurées. Je n'ai rien dit, j'ai juste tendu sa tasse de jus à Lucas et lissé les cheveux de Lily. Tante Éléanore est apparue à mes côtés, sa voix basse et furieuse. Ils ont préparé le terrain toute la semaine, appelant les parents, semant des graines. Ils savent que quelque chose arrive, et ils essaient de te discréditer en premier. Je sais. Est-ce que tu vas bien? J'ai regardé à travers la pièce vers mon grand-père. Il observait la scène avec une expression illisible, un verre de whisky à la main. Il m'a fait un très léger signe de tête. Je vais bien, ai-je dit à Éléanore. Laisse-les parler. La pièce est soudainement devenue silencieuse. Quelqu'un a fait teinter un verre. Grand-père Thomas s'est levé de sa chaise. À 70 ans, il commandait toujours l'attention comme le juge qu'il avait été pendant 4 décennies. Tous les yeux de la pièce se sont tournés vers lui. Avant que nous poursuivions les festivités, a-t-il dit, sa voix portant sans effort, j'ai quelque chose que j'aimerais dire. L'atmosphère a changé. C'était le moment. Bon, je dois m'arrêter ici une seconde. Avant que grand-père ne révèle ce qu'il sait, je veux vous demander quelque chose, avez-vous déjà été dans une situation où quelqu'un a essayé de réécrire la vérité sur vous? Où on vous a fait passer pour la personne folle juste parce que vous vous êtes enfin défendu? Laissez un commentaire et partagez votre histoire, ou tapez simplement vérité si vous avez vécu cela. Et si vous appréciez l'histoire, n'oubliez pas d'aimer. Croyez-moi, ce qui se passe ensuite vaut la peine de rester. Maintenant, revenons à la fête. Avant que grand-père ne puisse continuer, mon père s'est avancé. Papa, attends. Sa voix était contrôlée, mais je pouvais voir la tension dans sa mâchoire. Avant que tu ne dises quoi que ce soit, il y a quelque chose que la famille devrait savoir. Grand-père a haussé un sourcil. Richard? Papa s'est tourné vers l'assemblée, en parent inquiet exemplaire. Comme beaucoup d'entre vous l'ont peut-être entendu, ma fille Mira traverse une période difficile. Il a fait un geste vers moi avec un sourire triste. Depuis son accident, elle est confuse, distante. Elle a complètement coupé les ponts avec sa mère et moi. Maman s'est avancée à ses côtés, serrant toujours son mouchoir. Nous n'avons jamais voulu que son bien, a-t-elle dit, la voix tremblante. Mais elle répand de terribles mensonges sur nous, disant que nous l'avons abandonné, que nous ne l'aimons pas. La pièce était silencieuse. J'ai senti 40 paires d'yeux me transpercer. Nous avons essayé d'être patients, a continué papa. Mais cela nous brise le cœur. Nous avons tout donné à cette fille. Absolument tout. Elle prétend même que nous avons refusé de l'aider pendant son accident, ce qui est absolument faux, a ajouté Vanessa depuis l'autre côté de la pièce. Il doit y avoir une sorte de malentendu. Quelqu'un près de moi a laissé échapper un murmure de sympathie. Les pauvres. Je suis resté figé. Lily avait enfoui son visage dans mon cou, sentant la tension. Mira. Une tante que je connaissais à peine s'est approchée de moi. Ma chérie, tout va bien? Tes parents sont si inquiets pour toi. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais aucun mot n'est sorti.
Puis la voix de grand-père Thomas a tranché la pièce comme un coup de marteau. As-tu fini, Richard? La question était calme, presque douce, mais chaque personne dans cette pièce a entendu l'acier en dessous. L'expression confiante de papa affaiblit. Je pensais juste que la famille devait savoir. La famille doit savoir la vérité, a interrompu grand-père. Et j'ai l'intention de la leur donner. Grand-père Thomas a marché jusqu'au centre de la pièce. Sa démarche était mesurée, délibérée, la démarche d'un homme qui avait présidé des centaines de procès et n'avait jamais perdu le contrôle de sa salle d'audience une seule fois. J'ai écouté vos inquiétudes, Richard, a-t-il dit. Hélène, Vanessa, vous avez peint un portrait très clair d'une jeune femme troublée qui s'est retournée contre sa famille aimante. Il a marqué une pause, laissant les mots flotter. Maintenant, j'aimerais poser quelques questions. Papa a bougé nerveusement. Papa, je ne pense pas que ce soit l'endroit. C'est exactement l'endroit. La voix de grand-père n'a pas monté, mais elle s'est durcie. Ici, c'est la famille, et les familles devraient connaître la vérité les unes sur les autres. Il s'est tourné vers mon père. Richard, une question simple, qui a payé l'hypothèque de votre maison au cours des 8 dernières années? Le visage de papa s'est décomposé. Quoi? Votre hypothèque? 2400 $ par mois pendant 8 ans. Qui l'a payé? Nous. Les yeux de papa se sont tournés vers maman. Nous payons notre propre hypothèque. Vraiment? Grand-père a cherché dans la poche de sa veste et en a sorti un dossier. Mon dossier. Parce que j'ai ici un relevé complet des virements bancaires du compte de Mira vers votre société de prêt hypothécaire chaque mois pendant 96 mois consécutifs. Un murmure a parcouru la pièce. C'est un malentendu, a bégayé maman. Mira a proposé. Nous n'avons jamais demandé. Je ne suggère pas que vous lui avez mis un pistolet sur la tempe, a dit calmement grand-père. Je ne fais qu'établir des faits. Il a ouvert le dossier. Laissez-moi partager quelques chiffres avec la famille. Je pense qu'ils les trouveront édifiants. De l'autre côté de la pièce, Vanessa était devenue livide. Les mains de papa étaient crispées sur ses côtés. Maman semblait sur le point de s'évanouir. Et je restais là, tenant mes enfants, le cœur battant alors que la vérité commençait enfin à faire surface. 8 ans, a lu grand-père Thomas dans le dossier. Décomposons cela. La pièce était plongée dans un silence absolu. Même le quatuor à cordes avait cessé de jouer. Versements hypothécaires, 230 400 $. Il a levé les yeux. C'est la maison où vivent Richard et Hélène. La maison qu'ils prétendent payer eux-mêmes. Quelqu'un a eu un hoquet de surprise. Prime d'assurance maladie, 76 800 $. Lorsque l'entreprise de Richard a supprimé leur couverture, Mira a pris la facture à sa charge. Il a tourné une page. Réparations automobiles, entretien de la maison, dépenses d'urgence, environ 45 000 $. Une autre page. Cadeaux en espèces et soutien financier pour les projets de mode de Vanessa, 12 000 $. Il a refermé le dossier. Total, 364 200 $, plus ou moins. Le silence était assourdissant. Tante Éléanore s'est avancée. Pour le contexte, tout le monde, c'est plus que ce que la plupart des gens gagnent en 7 ans de travail à plein temps. Mira a fait cela tout en terminant son internat de médecine et en élevant seule des jumeaux en bas âge. Elle a proposé. La voix de maman s'est brisée. Nous ne l'avons jamais forcée. Personne n'a dit que vous l'aviez forcée, a répondu grand-père. Mais je suis curieux. En 8 ans de soutien, combien de fois avez-vous dit merci? Pas de réponse. Combien de fois lui avez-vous rendu visite à l'hôpital après la naissance de ses jumeaux? Toujours rien. Combien de fois avez-vous été là pour elle? Ma mère a commencé à pleurer. Pas les larmes délicates et sympathiques de tout à l'heure. De vrais sanglots affreux. Nous pensions qu'elle allait bien, a dit papa, la voix creuse. Elle ne s'est jamais plainte. Elle s'en sortait toujours. Elle s'en sortait, a répété grand-père, parce qu'elle le devait. Parce que vous lui avez appris que ses besoins n'avaient pas d'importance. Un oncle vers le fond a secoué la tête. Seigneur, Richard. 360 000 $ et tu l'as traité de fardeau. Papa a tressailli comme s'il avait été frappé. Mais grand-père n'avait pas fini. Il y a encore une chose que la famille doit entendre, a dit grand-père. Il a sorti son téléphone,
ajustant ses lunettes de lecture. Il y a 2 mois, Mira a eu un accident de voiture, un accident grave. Elle souffrait d'une hémorragie interne et était emmenée d'urgence en chirurgie. Depuis l'ambulance, elle a appelé ses parents. Ses enfants étaient à la maison avec une babysitter qui était sur le point de partir. Elle avait besoin de quelqu'un pour les garder pendant quelques heures. Il a fait une pause, regardant directement mes parents. Voici le message texte qu'elle a reçu en réponse. De la part d'Hélène. Je vais le lire exactement. Il s'est raclé la gorge. Mira, tu as toujours été une nuisance et un fardeau. Nous avons des billets pour Taylor Swift avec Vanessa ce soir. Débrouille-toi toute seule. La salle a explosé. Oh mon Dieu, a soufflé quelqu'un. Ce n'est pas. Vous le sortez de son contexte, a dit désespérément Vanessa. Il n'y a aucun contexte, a rétorqué tante Éléanore, qui rend acceptable l'abandon de sa fille pendant une urgence médicale. Nous ne savions pas que c'était grave, a crié papa. Avez-vous demandé? La voix de grand-père a coupé court au chaos. L'avez-vous rappelé? Êtes-vous venu à l'hôpital? Silence. La réponse, pour ceux qui se posent la question, est non, non et non. Une femme que j'ai reconnue comme une cousine éloignée s'est écartée de mes parents, le visage tordu de dégoût. Plusieurs autres ont suivi. Ma mère sanglotait de manière incontrôlable maintenant. Je ne voulais pas dire ça comme ça. J'étais frustré. Je ne pensais pas. Tu ne pensais pas que ta fille pourrait mourir, a terminé grand-père, parce que tu n'as jamais pensé à elle du tout. Il s'est tourné vers l'assistance. Je ne demande à personne de porter un jugement. Je présente simplement les faits. Ce que vous en faites est votre propre choix. Il m'a finalement regardé, les yeux doux. Mira, y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire? Je n'avais pas prévu de parler. J'étais venu ici en m'attendant à ce que grand-père gère tout, à laisser les faits parler d'eux-mêmes pendant que je restais silencieuse dans ma réhabilitation. Mais en regardant autour de la pièce ma mère en pleurs, mon père sous le choc et la façade de ma sœur s'effondrer, j'ai réalisé que j'avais finalement quelque chose à dire. J'ai confié Lucas à tante Éléanore et je me suis avancé. Je ne suis pas venu ici pour me venger. Ma voix était plus ferme que ce à quoi je m'attendais. Je suis venu parce que grand-père m'a invité, et parce que pendant 34 ans, j'ai vécu avec une version de ma famille qui n'était pas réelle. Une version où j'étais la forte, la fiable, celle qui n'avait besoin de rien. J'ai regardé mes parents. Je vous ai cru quand vous disiez que Vanessa avait besoin de plus de soutien parce que son secteur d'activité était plus difficile. Quand vous disiez que je pouvais gérer les choses seul, je vous ai cru et j'ai essayé d'être ce que vous aviez besoin que je sois. Une larme a glissé sur ma joue, mais je ne l'ai pas essuyée. Mais cette nuit-là dans l'ambulance, encens et terrifié, j'ai enfin compris. Je n'étais pas forte pour vous, j'étais pratique. Je n'étais pas fiable, j'étais exploitable. Et peu importe ce que je donnais, ce ne serait jamais assez pour que vous me voyiez de la même façon que vous la voyez, elle. Plusieurs membres de la famille s'étaient rapprochés de moi. Une tante m'a touché le bras. Un cousin a hoché la tête, les larmes aux yeux. Mon père a commencé à parler. Mira, nous. Je n'ai pas fini. Il s'est arrêté. Je ne vous hais pas, ai-je dit calmement. Mais je ne peux plus faire semblant que tout va bien. Je ne peux plus continuer à acheter un amour qui aurait dû être gratuit. Un oncle à l'autre bout de la pièce s'est tourné vers mon père. Comment as-tu pu, Richard? Pendant tout ce temps, vous avez vécu au crochet de votre fille tout en la traitant comme un moins que rien. L'ambiance changeait. Je pouvais le sentir. Et maintenant quoi? La voix de papa était désespérée. Tu nous as humiliés devant toute la famille. Es-tu heureuse? J'ai secoué la tête lentement. Je ne suis pas heureuse, papa. Rien de tout cela ne me rend heureuse. J'ai pris une inspiration. Mais je ne regrette rien non plus, parce qu'il ne s'agit pas d'humiliation. Il s'agit d'honnêteté. Pour la première fois en 8 ans, notre famille connaît la vérité. Pas ta version, pas le récit de Vanessa. La vérité. Vanessa a essayé une dernière fois. C'est ridicule. Vous agissez comme si nous étions des monstres. Nous sommes ta famille. Les familles s'entraident. Tu as raison. Je me suis tourné vers elle. Les familles s'entraident. Alors, où étais-tu quand j'étais enceinte et seule?
Où étais-tu quand j'élevais des nouveau-nés tout en étudiant pour mes examens? Où étais-tu quand je me vidais de mon sang dans une ambulance? Elle n'a pas eu de réponse. J'ai regardé à nouveau mes parents. À partir de maintenant, je n'enverrai plus d'argent. Pas parce que je n'en ai pas les moyens, mais parce que le soutien financier devrait être un cadeau, pas une obligation, et il devrait circuler dans les deux sens dans une famille qui se soucie réellement les uns des autres. Ma mère a tendu la main vers moi. Mira, s'il te plaît. Je ne vous coupe pas non plus les ponts pour toujours, ai-je continué. Mais j'ai besoin d'espace, un véritable espace, pas quelques semaines de culpabilisation suivies d'un retour à la normale. J'ai besoin que vous réfléchissiez réellement à ce que vous avez fait. Et si un jour vous pouvez le reconnaître, vraiment le reconnaître, peut-être pourrons-nous reconstruire quelque chose. J'ai repris Lucas des mains de tante Éléanore. Mais je ne me ferai pas d'illusions. Une grand-tante s'est approchée de moi, prenant mes mains dans les siennes ridées. Je suis tellement désolé, ma chérie. Je n'en avais aucune idée. Toutes ces années, j'ai cru que c'était toi qui avais la vie facile. Je sais, ai-je dit doucement. Tout le monde le pensait. C'est ce que ça devait paraître. Très bien, je veux refaire un point avec vous. Ce moment où j'ai enfin prononcé ces mots, quand j'ai choisi ma propre personne pour la première fois, est-ce que cela a résonné en vous? Je sais que beaucoup d'entre nous ont appris que la famille signifie le sacrifice quoi qu'il arrive. Mais voici la chose, les limites ne sont pas une trahison. Dire non n'est pas égoïste. Écrivez les limites dans les commentaires si vous êtes d'accord. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire, partagez-la avec lui. Maintenant, voyons ce qui s'est passé par la suite. Mes parents ont quitté la fête tôt. Personne ne les a arrêtés. Personne n'a dit au revoir. Papa a aidé maman à monter dans la voiture alors qu'elle sanglotait contre son épaule. Vanessa a suivi, tête baissée, refusant tout contact visuel. Le silence qu'ils ont laissé derrière eux était lourd, mais pas inconfortable, plutôt comme le calme après le passage d'une tempête. Dans les jours qui ont suivi, les retombées ont été rapides. Mon téléphone vibrait constamment avec des messages de parents. Des cousins à qui j'avais à peine parlé depuis des années m'ont contacté pour s'excuser. Des tantes et des oncles qui avaient toujours cru au récit de mes parents sur la famille parfaite réévaluaient tout. J'ai toujours pensé que c'était toi qui étais difficile, m'a envoyé ma cousine Rachel par SMS. Vanessa présentait les choses comme si tu t'étais éloigné sans raison. Je suis tellement désolé de l'avoir cru. Le groupe de discussion familiale, celui où j'avais reçu ce message dévastateur, est devenu silencieux. Puis il a été entièrement supprimé. Plus significatif encore, mes parents se sont retrouvés discrètement exclus des réunions de famille. Lorsque mon cousin Michael a fêté ses 40 ans 3 semaines plus tard, ils n'ont pas été invités. Lorsque tante Éléanore a organisé le brunch de Pâques, leur nom n'était pas sur la liste. Personne n'a fait d'annonce formelle. Personne n'a pris parti officiellement. Ils ont simplement cessé d'être les bienvenus. Ma mère m'a appelé d'un nouveau numéro 2 semaines après la fête. J'ai laissé l'appel aller vers la messagerie. Mira, s'il te plaît. Nous devons parler. Tout cela a pris des proportions démesurées. Ton père est dévasté. Je suis dévasté. Ne pouvons-nous pas simplement passer à autre chose? Je l'ai écouté une fois, puis je l'ai supprimé. Le pardon n'était pas un bouton de réinitialisation, je le savais maintenant. C'était une libération pour moi, pas pour eux. Et je n'étais pas encore prête à libérer quoi que ce soit. Mais les conséquences financières? Elles ne faisaient que commencer. 3 mois après la fête, j'ai reçu un appel de tante Éléanore. Ils vendent la maison. J'ai posé ma tasse de café. Quoi? Tes parents? Ils ont mis la maison sur le marché la semaine dernière. On dit qu'ils ne pouvaient plus assumer les versements hypothécaires. J'aurais dû ressentir quelque chose de la satisfaction, une revanche, peut-être même de la culpabilité. Au lieu de cela, je me sentais juste fatigué. Où iront-ils? Ton oncle Frank les laisse rester dans sa maison d'amis temporairement. Éléanore a fait une pause. Il a été très clair sur le fait que c'est conditionnel. Ils doivent trouver du travail. De vrais emplois, pas seulement attendre que quelqu'un d'autre les tire d'affaire. Des emplois. Mes parents n'avaient pas travaillé à plein temps depuis des années. Papa avait pris une retraite anticipée à 55 ans. Maman n'avait jamais travaillé à l'extérieur de la maison.
Ils vivaient de mon argent et n'avaient même pas réalisé à quel point ils étaient devenus dépendants. Et Vanessa? Ne peut-elle pas aider? Eleanor a ri, ce n'était pas un rire gentil. Vanessa se noie depuis son divorce. Le bouche-à-oreille a fonctionné après la fête. Quelqu'un dans la famille connaît quelqu'un dans la mode. Elle a perdu un contrat de design majeur. Aux dernières nouvelles, elle est serveuse à temps partiel. J'ai regardé par la fenêtre de ma cuisine Lily et Lucas jouer dans l'arrière-cour. Je ne veux pas qu'ils souffrent, ai-je dit doucement. Je sais que tu ne le veux pas, ma chérie. C'est parce que tu es une bonne personne. La voix d'Eleanor s'est adoucie. Mais ils n'ont pas souffert pendant 8 ans parce que tu les soutenais. Ils n'ont pas grandi. Ils n'ont pas appris. Le fait que tu t'arrêtes n'était pas cruel. C'était nécessaire. Elle avait raison. Je savais qu'elle avait raison. Ce soir-là, je me suis posé avec mon nouveau budget. Les $3200 que j'envoyais chaque mois à mes parents allaient désormais dans un fonds d'études pour les jumeaux. Ils n'auraient jamais à se soucier des prêts étudiants. Ils ne porteraient jamais le fardeau de quelqu'un d'autre comme je l'avais fait. Cela me semblait être une justice suffisante. L'appel est arrivé un mardi soir, 6 mois après la fête de grand-père. Je mettais les jumeaux au lit quand mon téléphone s'est éclairé avec un numéro inconnu. Normalement, je l'aurais ignoré, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Mira. La voix de Vanessa était différente, plus petite. L'assurance polie qu'il avait toujours définie avait disparu. Vanessa, s'il te plaît, ne raccroche pas. Elle a pris une inspiration tremblante. Je sais que je ne mérite pas ton temps, mais j'ai besoin de dire quelque chose. Je me suis assise sur le bord de mon lit. Je t'écoute. Je suis désolé. Les mots sont sortis d'une voix brisée. Je suis tellement désolé pour tout. Pour la façon dont je t'ai traité, pour les choses que j'ai dites. Pour avoir ri de ce message quand tu étais. Sa voix s'est cassée. Quand tu étais mourante, j'ai ri. Quel genre de personne fait ça? J'ai attendu. Je ne savais pas, a-t-elle continué, pour l'argent. Pas tout. Je savais que maman et papa avaient des difficultés, mais je pensais qu'ils s'en sortaient. Je n'avais pas réalisé que c'était toi. Pendant 8 ans. Mira, comment ai-je pu ne pas savoir? As-tu seulement posé la question? Silence. Non, a-t-elle chuchoté. Je ne l'ai pas fait parce que je ne voulais pas savoir. J'aimais être la préférée. J'aimais que tout me soit facile. Elle a ri amèrement. Plus rien n'est facile maintenant. J'ai entendu parler pour le contrat. Oui. Il s'avère que ta réputation compte dans cette industrie. C'est drôle comme ça marche. Nous sommes restés en silence un moment. Je ne demande pas d'argent, a-t-elle finalement dit, ni de pardon. Je voulais juste que tu saches que je vois tout maintenant. Ce que j'étais, ce que maman et papa ont fait. Je vois tout. J'ai pris une profonde inspiration. Alors commence par là. Tiens-toi sur tes 2 pieds. Deviens meilleur. Oui. Sa voix était chargée de larmes. J'essaie. Bien. J'ai raccroché. Et pour la première fois, j'ai ressenti quelque chose comme de l'espoir. 6 mois après cet appel, 1 an après l'accident qui a tout changé, je me tenais dans mon nouvel appartement, regardant le soleil se coucher par les fenêtres. Ce n'était pas grand, 2 chambres, une salle de bain, une petite cuisine, mais c'était à 5 minutes de l'hôpital dans un bon district scolaire, et surtout, c'était à moi. Pas de versements hypothécaires pour des parents qui ne les appréciaient pas. Pas de prime d'assurance pour des gens qui me traitaient de fardeau. Juste le loyer, les charges et un fonds d'études qui grandissait régulièrement chaque mois. Lily et Lucas étaient chez grand-père Thomas pour l'après-midi. Il était devenu une figure incontournable de nos vies au cours de l'année écoulée. Chaque dimanche, il venait les chercher pour des aventures, le zoo, le parc, des glaces dont je faisais semblant d'ignorer l'existence. Ce sont de bons enfants, m'a-t-il dit un jour. Tu les élèves bien. Venant de lui, cela signifiait tout. Tante Eleanor était devenue plus que de la famille, elle était une amie. Nous dînions ensemble 2 fois par mois. Elle m'avait aidé à naviguer dans les suites émotionnelles de la fête, à fixer des limites, à apprendre à me donner la priorité. Tu sais ce que j'admire chez toi, a-t-elle dit récemment. Tu n'es pas devenue amère. Beaucoup de gens l'auraient été. Tu en avais tout le droit. À quoi bon, avais-je répondu.
L'amertume, c'est comme boire du poison et s'attendre à ce que quelqu'un d'autre tombe malade. Quant à mes parents, nous n'avions pas parlé directement, mais je savais par les rumeurs familiales qu'ils étaient toujours chez l'oncle Franck. Papa avait trouvé un emploi à temps partiel dans un magasin de bricolage. Maman faisait de la comptabilité pour une église locale. Ils ne prospéraient pas, mais ils survivaient. Certains jours, je me demandais s'ils pensaient à moi, si je leur manquais, s'ils regrettaient quoi que ce soit. Mais ce n'était pas à moi de répondre à ces questions. J'avais passé 34 ans à porter leur poids, il était enfin temps de le déposer. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux vous laisser avec quelque chose. Pas un conseil, je ne suis pas qualifié pour dire à qui que ce soit comment vivre sa vie, mais peut-être une réflexion, une leçon que j'ai apprise à la dure. Pendant 34 ans, j'ai cru que l'amour était quelque chose qui se gagnait. Que si je donnais assez, sacrifiais assez, ne demandais rien en retour, les gens qui étaient censés m'aimer finiraient par voir ma valeur. J'avais tort. L'amour n'est pas une transaction. Ce n'est pas une récompense pour avoir été utile. Et aucune somme d'argent, de temps ou d'énergie ne peut acheter quelque chose qui aurait dû être donné librement dès le départ. La famille que j'ai maintenant, grand-père Thomas, tante Éléanore, des amis comme Marcus qui ont été présents quand mes propres parents ne l'étaient pas, ils ne m'aimaient pas pour ce que je pouvais leur apporter. Ils m'aimaient pour qui je suis. C'est là toute la différence. Et il m'a fallu presque mourir sur une table d'opération pour le comprendre. Je ne sais pas ce qui se passera ensuite avec mes parents. Peut-être qu'un jour ils changeront vraiment. Peut-être qu'ils reviendront vers moi avec des remords sincères, prêts à reconstruire quelque chose de vrai. Si cela arrive, je l'envisagerai. Mais je ne l'attendrai pas. Je ne façonnerai pas ma vie autour de l'espoir de quelque chose qui ne viendra peut-être jamais. Ma vie m'appartient désormais. Mon énergie, mes ressources, mon amour. Et si les gens qui vous ont élevé appellent votre respect de vous-même une trahison, alors peut-être n'ont-ils jamais mérité votre loyauté en premier lieu. À tous ceux qui portent un poids qui n'a jamais été le leur, vous avez le droit de le déposer. Vous avez le droit de vous choisir. Vous n'êtes pas égoïste. Vous n'êtes pas ingrat. Vous n'êtes pas un fardeau. Vous êtes enfin libre. Merci beaucoup d'être resté avec moi tout au long de cette histoire. Si elle a résonné en vous, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner. Cela compte énormément pour moi. Je veux vous entendre, avez-vous déjà dû fixer une limite avec votre famille? Comment cela a-t-il changé votre vie? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, des histoires sur le fait de s'affirmer et de trouver sa voie, allez voir la vidéo dans la description. Je pense que vous l'adorez. D'ici la prochaine fois, prenez soin de vous. Vous le méritez.